moi, je voulais vous partager quelques éléments sur concrètement à quoi va ressembler votre vie d'indépendant en 2024. Qu'est-ce qui va changer? Ou qu'est-ce qui a déjà commencé à changer l'année dernière et qui va s'accentuer? Le premier point, c'est le retour au bureau et c'est quelque chose, je sais que beaucoup l'ont vu ces derniers temps. C'est pas ça qui ne concerne pas que les freelances d'ailleurs, hein, mais c'est la fin du 100% télétravail. Bon, sans être 100%, c'est la fin du télétravail à volonté, que ce soit pour des salariés comme pour des freelances. Donc ça, il faut vraiment l'avoir en tête. Je voyais notamment, il y avait des questions tout à l'heure sur est-ce que vous avez des missions à distance en dehors de Paris? Et en fait, c'est vrai que c'est de plus en plus compliqué pour un consultant qui est éloigné d'une grande ville et notamment de Paris de trouver des missions et les clients sont de plus en plus réticents. On avait, c'était dernier semestre, dernier trimestre, pardon, 2023, 25% de nos missions avec zéro télétravail. Le deuxième point qui continue d'évoluer, c'est le travail d'équipe. Ça, c'est lié au fait que le modèle du freelancing en fait, est arrivé dans une phase d'adoption massive par les entreprises et de plus en plus, elles font appel à des équipes de consultants indépendants, pas forcément à un consultant. Le modèle, hein, de consultant freelance qui travaille seul dans son coin, il évolue, ce qui d'ailleurs fait écho au sujet du retour au bureau, hein. Qui dit travail d'équipe, il y a aussi une nécessité de se voir, en tout cas, pour la majorité des entreprises. Donc là aussi, et c'était une question que posait Laurence tout à l'heure, oui, nous aussi, chez Blumco, de plus en plus, on constitue des équipes de consultants au lieu d'avoir un seul consultant qui intervient. Et puis enfin, être freelance en 2024, ça va passer encore plus par des communautés d'indépendants. Blumco, évidemment, mais il y a beaucoup de communautés qui existent. Et j'ai vu d'ailleurs dans les inscriptions que vous êtes plus de 35% des participants à ne pas faire partie de la communauté de Blumco. Parce que peut-être que on n'a pas de mission pour vous et je suis sûre qu'il y a forcément des communautés qui en auront. Ou alors, si vous n'avez pas encore candidaté, et faites-le, on sera ravis d'analyser votre candidature et puis de vous dire si oui ou non on peut avoir des missions pour vous. Mais dans tous les cas, ce qu'on constate, c'est que dans cette phase d'adoption massive du modèle du freelancing, en fait, les entreprises, elles continuent de se structurer et il y a de plus en plus d'appels d'offres, de référencement. C'est de plus en plus compliqué pour un consultant en individuel de travailler en direct avec un grand groupe et même avec des structures plus petites. Voilà un petit peu sur votre vie d'indépendant en 2024 et puis sur le marché plus concrètement. Donc c'est pas des projections Bloomco, c'est ce que nous dit la BCE sur la reprise et sur le marché 2024. Bon, globalement, ce que je veux que vous reteniez, c'est que oui, on parle de conjoncture économique qui est complexe, mais il faut quand même qu'on relativise. On est dans un marché qui est en croissance. Le marché du conseil, c'est un marché qui est en croissance depuis des années hors période 2020. On a fait donc 10% de croissance en 2023 et la LOPIEC, donc l'observatoire qui est rattaché à Syntec, prévoit 11% de croissance dans le secteur du conseil en 2024. Ça reste des chiffres bien plus élevés que beaucoup de secteurs du marché. L'inflation qui ralentit aussi, hein, puisque la BCE qui prévoit moins 1,7 point d'inflation sur 2024. Donc pour rappel, en 2023, on était à 5,4% d'inflation et on devrait passer à 2,7% en 2024. Et du coup, très lié évidemment au ralentissement de l'inflation, c'est reprise, enfin en tout cas réaccélération de la croissance. Ça reste relatif, hein, on était à 2,5% de croissance en 2022, 0,6% en 2023 et prévision de la BCE de 0,9% en 2024. Je voulais vous remettre un petit peu de contexte juste pour qu'on relativise aussi un petit peu la situation, même si, et c'est ça je trouve qui est compliqué dans vos métiers, c'est que finalement on peut avoir des situations individuelles qui sont très dures dans un marché qui est en croissance, dans un marché qui est très porteur, et à l'inverse des situations individuelles qui sont plutôt positives dans un marché euh, qui est, euh, qui est mal en point. Et c'est pour ça que c'est important aussi qu'on se focalise justement sur les métiers et les enjeux en fait direction par direction. J'ai pas repris tous nos clubs métiers. Pourquoi? Parce que déjà ça faisait beaucoup et aussi j'ai voulu me concentrer en fait sur les métiers sur lesquels on perçoit le plus de changements et le plus de transformations majeures pour 2024 en matière de besoins. Donc le premier métier, c'est la RSE. Et c'est intéressant parce que c'est pas un... voilà, quand vous voyez les graphes tout à l'heure, il n'y avait pas de sujet RSE, enfin il y en avait un en l'occurrence, mais qui était dans la catégorie autre, parce qu'on n'en a pas beaucoup en fait en volume. C'est un sujet dont je vous parle depuis un an, sur lequel je suis toujours un petit peu partagée entre de l'enthousiasme, de l'optimisme, et puis finalement une certaine réticence de nos clients. Il y a beaucoup d'effets d'annonce hein, de la part de nos clients, de la part des entreprises, mais finalement assez peu de projets concrets.
Là-dessus, sur la RSE, concrètement, les enjeux hein, des directions RSE ou bien des directions RH ou marketing auxquelles sont rattachées les équipes RSE, il y en a deux. Le premier, c'est la question des pilotages des indicateurs, du pilotage de la performance RSE. Ça, c'est des sujets qu'on voit de plus en plus émerger. C'est les liens entre data et RSE, entre performance financière et RSE. Pourquoi aussi? Parce que derrière, il y a des enjeux de reporting réglementaire, tout simplement, de recueil de la donnée. On a fait d'ailleurs l'exercice chez Bloomco, on a fait notre bilan carbone la fin d'année. On a été accompagné par Hello Carbo et donc on a eu déjà à percevoir ces enjeux de recueil de la donnée qui sont importants hein, puisque c'est des données qui sont demandées par nos clients puisqu'ils ont obligation de prendre en compte l'impact carbone de leurs fournisseurs. En tout cas, pour les entreprises, je crois que c'est de plus de 250 salariés. Il me semble que depuis cette année, c'est plus de 250 salariés. Donc, en tous les cas, en fait, on a vraiment cette notion de data et cette notion euh, de, de, de comment d'optimisation justement dont on parlait tout à l'heure qui est lié à la RSE, ce qui peut être parfois un peu paradoxal. Et un deuxième volet qui est beaucoup plus marketing communication. Comment est-ce qu'on communique sur sa stratégie RSE en interne, en externe, auprès des candidats. Donc deux volets intéressants. Ça va être intéressant de voir comment ça évolue là sur 2024. On n'est encore pas sur des volumes énormes, et notamment parce que bon, sur ce type de thématiques assez nouvelles, finalement, souvent les clients passent dans un premier temps par des cabinets de conseil qui sont reconnus sur le marché, qui vont pouvoir mettre le tampon stratégie RSE, et après, ils vont plutôt se diriger vers les indépendants pour le déploiement de la stratégie. Ça dépendra aussi de qui Pierre, tu gagne la m'interromps. guerre pour moi. Ouais. Ce qu'on observe, ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a une vraie guerre entre les services en interne chez nos clients sur qui prendra le lead in fine sur les sujets RSE. On voit deux équipes se mener une rude bataille. D'un côté, les équipes finance qui ont déjà gagné la bataille chez certaines entreprises et qui euh, en profitent pour retrouver une aura et sortir encore une fois, euh, au global de fonctions support comme certains départements finance peuvent être considérés dans certaines entreprises. C'est pas le cas partout, on est bien d'accord. Versus les équipes marketing et com qui, elles aussi, veulent absolument s'emparer du sujet, souvent bien aidées par les équipes RH. Donc c'est assez rigolo. Et pourquoi c'est rigolo, c'est que derrière, les sujets ne sont pas du tout abordés avec le même prisme et donc les mêmes objectifs. Et donc les profils qui sont demandés ne sont pas du tout les mêmes pour traiter des problématiques RSE en fonction de quelle équipe a gagné la bataille au sein de l'entreprise. Je vois, Laurence, que tu demandes sur le chat si on peut ajouter au slide de la présentation les questions-réponses du chat. On ne peut pas télécharger les questions-réponses. On avait essayé la dernière fois. Donc, je t'invite à faire des screenshots plutôt des réponses si jamais il y en a qui t'intéressent. Au moins, ce sera sûr. Je réessayerai de le faire, mais comme ça, au moins, tu garderas les infos. Je continue du coup sur les sujets maintenant digital et data, où là aussi, évidemment, on anticipe encore une forte hausse de ces sujets. Et là, deux tendances nouvelles. Encore une fois, hein, c'est pas parce que je vous parle de ces tendances que tout ce qui existait avant va s'arrêter. C'est juste des nouvelles tendances qu'on perçoit chez nos clients. Alors, chez nos clients, plus je me suis basée sur pas mal d'études hein, de cabinets de conseil qui ont confirmé hein, ces tendances-là. Et le premier élément, c'est l'émergence de la notion de data mesh, mesh qui veut dire maillage, nœud en anglais. Et là, concrètement, c'est la gestion de données décentralisée. Et c'est très lié en fait à tout ce qui va être usage de la donnée, hein, qui sont des enjeux qui existent déjà depuis au moins enfin, j'allais dire 2-3 ans, enfin, qui sont intensifiés ces dernières années, mais qui existent depuis bien plus longtemps. Et l'idée, en fait, c'est une gestion des données décentralisée qui va responsabiliser, autonomiser leurs équipes et en fait mettre l'accent sur l'usage de la donnée et sur l'accessibilité de la donnée. Donc ça, c'est intéressant pour deux aspects. Déjà pour les consultants qui sont experts en digital data, mais même pour les consultants métiers. Parce qu'en fait, ça confirme que vous soyez un expert en finance, en marketing, en RH, en RSE, vous allez devoir vous intéresser à ces sujets data parce qu'en fait, on va vous demander de plus en plus en tant qu'expert métier d'être capable d'interpréter, d'utiliser ces données sans devenir data scientist, d'avoir des notions de data analyse. Et ça, c'est quelque chose que je vous répète depuis pas mal d'années. Et cette nouvelle tendance hein, ces sujets-là de data mesh et ces sujets de décentralisation de la donnée, ça confirme cette tendance-là que le, j'ai échangé avec un fondateur d'une formation en data qui disait, mais en fait, maintenant, la data, c'est comme l'anglais il y a 20 ans, c'est incontournable en termes de compétences.
Ça, c'est le premier volet. Puis le deuxième volet, c'est la maîtrise et le déploiement de l'IA. Bon, concrètement, on va passer d'une acculturation à l'action. Euh, on était jusque-là dans l'évaluation, quelques POC. Et là, l'idée, ça va être de déployer et de vraiment utiliser l'IA dans les projets, d'expérimenter, de continuer évidemment à former les utilisateurs et puis aussi d'évaluer les risques et donc de l'intégrer dans les stratégies cybersécurité aussi notamment. Pierre, tu vois d'autres éléments peut-être que j'ai pas Non, mentionnés? complètement. Pour moi, honnêtement, sur ce qu'on a vraiment observé, si on dézoome un petit peu, c'est qu'aujourd'hui, encore une fois, sur notre target de clients qui sont des grands comptes, à des niveaux de maturité et d'expertise différents, mais tout le monde a fait la démarche de se mettre plutôt au niveau sur les sujets data, en s'équipant de compétences en interne versus externe à quasi 100% précédemment. Donc sur ce niveau-là, on a observé une vraie avancée. Encore une fois, il y a des exceptions, mais au global sur le marché. En revanche, là où le véritable enjeu des chief data avec lesquels on travaille aujourd'hui, c'est plus forcément de s'équiper de data analyst, etc. Où ça, encore une fois, les équipes se sont équipées de solides compétences. C'est plutôt la data gouvernance. Ça, c'est le sujet qu'on a vu exploser en 2023, où tout le monde est allé réaliser un audit de la data qui était à disposition des différentes équipes et ce sur les différentes entités. Mais c'est comment est-ce qu'on l'organise aujourd'hui et surtout on pérennise cette organisation de la data, toute la partie changement, conduite du changement qui est liée à la data, comment est-ce qu'on localise le traitement de la data versus la majorité qui est pilotée par un HQ, qu'il soit parisien ou autre. C'est ça les vrais enjeux qu'on observe chez nos clients, qu'on a commencé à observer ou à s'intensifier pour être très précis en 2023 et qui, à mon sens, vont se poursuivre en 2024 et même 2025 très probablement. Je vois des questions qui sont intéressantes de Carole et Hamza sur comment est-ce que enfin, sur des certifications à recommander en data ou comment switcher vers des types de missions data ou IA. Encore une fois, l'idée de cette slide, c'est pas de vous dire vous êtes consultant en finance, devenez expert data, parce que déjà, vous ne serez pas compétitif par rapport à d'autres experts data qui font ça depuis 10 ans, mais c'est plutôt, pardon, je parle vite en plus, c'est plutôt d'ajouter quelques compétences effectivement à votre panel de compétences. Sur les certifications, moi j'en connais deux sur lesquelles j'ai eu des très bons retours. Je ne les ai pas suivis moi-même, mais j'ai eu pas mal de retours des consultants de la communauté. Il y a le Wagon qui a racheté l'année dernière Emile Data. Et ils ont une formation justement pour les personnes enfin, qui n'a pas vocation à faire de vous un expert en data science mais plutôt de vous permettre d'être autonome. Et c'est vraiment dans des analyses data de base. Donc c'est le wagon, je ne sais plus le nom de leur formation parce qu'ils l'ont rebrandé. Et sinon, Jeda Bootcamp, ils ont pareil aussi des formations destinées aux managers d'équipe data ou bien aux personnes qui travaillent avec des équipes data, mais qui n'ont pas vocation à être experts techniques. Donc, si vous vous lancez sur des formations, je vous invite vraiment à voir ça. Est-ce que l'objectif de la formation, c'est de faire de vous un expert data qui va intervenir sur des missions data, ou c'est de vous apporter une nouvelle compétence? Et je saurais que vous recommander le deuxième volet. Je pourrais vous remettre les liens des formations dans les slides quand je vous les enverrai. Voilà sur digital et data. Si on passe sur les sujets finance, donc on le voyait déjà sur fin 2023, même si effectivement, hein, comme on le disait tout à l'heure, il y a un enjeu aussi de fin d'année qui fait qu'on a plus de demandes sur des profils contrôleurs de gestion. Mais par rapport au début d'année 2023, on a eu une vraie évolution des profils en finance, où début 2023, c'était des profils de euh, transformation digitale en finance, de directeur de programme. Et dès le deuxième semestre, on est passé sur des profils de cash manager, euh, profils sur lesquels on avait assez peu de demandes les années précédentes, des contrôleurs de gestion en management de transition, des contrôleurs financiers, des profils pour faire de l'optimisation de flux financiers, de l'optimisation de reporting. Donc, plus de missions de grande ampleur en digital. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que je disais l'étude Price sur les enjeux des CFO pour 2024 et leurs priorités. Ils font tous les ans la même étude. En fait, ils demandent aux CFO de classer euh, leurs priorités. Et pour la première fois en 5 ans, c'était la gestion du cash qui était la priorité avant le pilotage de la performance. Ça te fait sourire, Pierre, tu te reconnais là-dedans? Bah, forcément, en temps plus compliqué,
C'est normal que CFO ou chef d'entreprise, on est tous proches de notre compte en banque et du cash qui sort, hein. Ça paraît comme une évidence. Et pour terminer, donc sur les enjeux, sur les sujets stratégie, alors on en a pas mal parlé tout à l'heure, donc je vais pas forcément revenir en détail. Ce qui est intéressant, c'est de voir que, donc ça, je me suis basée sur, notamment sur une étude de CMS, donc en fusion-acquisition, qui interrogeait donc à la fois des acteurs et des fonds de private equity. Et 85% des acteurs interrogés en l'étude s'attendent à ce que les critères ESG pèsent de plus en plus dans les 3 prochaines années. Bon, concrètement, on l'a vu aussi, hein, Bain, ils ont formé tous leurs salariés à une certification au développement durable pour pouvoir justement intégrer le reporting extra-financier, tout ce qui est analyse de performance RSE dans leur due diligence et dans leur analyse de cible. Et de plus en c'est McKinsey aussi qui a racheté un cabinet expert en, en RSE. Donc de plus en plus, en fait, ça va vraiment s'intégrer dans les sujets comment stratégie. Et en revanche, et là, bon, c'est pas forcément une bonne nouvelle, mais grosses incertitudes sur la reprise des transactions en 2024, puisque donc, dans l'étude, c'était 35% des répondants qui s'attendaient à une hausse de l'activité des opérations en M&A pour 2024, alors que l'année dernière, quand ils avaient posé la question, c'était 73% des répondants qui étaient optimistes sur la hausse de l'activité. Redites-moi si c'est pas clair, j'ai peur de m'être emmêlée dans les chiffres. Je ne sais pas si c'était très clair. Mais globalement, euh, ce que ça veut dire et ce que je veux que vous reteniez de cette slide en matière de compétences, c'est que la data et la data analyse, que ce soit pour faire de la RSE, peut faire de la finance, pour faire de la data évidemment, mais même pour tous les métiers, ça va être indispensable pour l'année 2024 et pour les années à venir. Voilà sur ce que je voulais vous dire sur ces éléments-là. De mon côté, j'ai terminé.